Pour mon 30e anniversaire, ma famille m'a organisé une intervention surprise devant 40 personnes. Mon père a dit, nous sommes ici parce que tu es égoïste, ingrat et que tu déchires cette famille. Ma mère a lu une liste de tout ce que j'ai fait de mal depuis mon enfance. Ma sœur filmait pour TikTok. Je suis resté assis là, en silence. Puis j'ai dit, c'est amusant, moi aussi, j'ai enregistré. Ce que je leur ai montré ensuite a mis fin à 6 relations dans cette pièce. Nous sommes ici parce que tu es égoïste, ingrate, et que tu déchires cette famille. Ma mère a dit ça dans un microphone, dans le salon de mes parents. Pour mes 30 ans, 40 personnes étaient assises sur des chaises pliantes, me fixant du regard. Mon père tenait une liste de 3 pages de tout ce que j'avais mal fait depuis mes 8 ans. Ma sœur pointait son téléphone sur mon visage, en direct sur TikTok. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas parti. Je suis restée assise, j'ai attendu qu'ils aient fini, puis j'ai prononcé 6 mots qui ont tout changé. Drôle, j'ai enregistré, moi aussi. Ce qui s'est passé dans les 11 minutes suivantes a mis fin à 6 relations dans cette pièce, et ma sœur a supprimé tout son TikTok avant même d'arriver à sa voiture. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous connectez vraiment à cette histoire. Laissez votre lieu et leur local dans les commentaires. J'adorerais savoir d'où vous regardez. Je m'appelle Fête. J'ai 30 ans. Je suis infirmière aux urgences dans une petite ville près de Columbus, Ohio. Et voici l'histoire de la façon dont ma famille m'a organisé une intervention surprise pour mon anniversaire, et comment cela est devenu la pire nuit de l'histoire de la famille Mercé. Maintenant, laissez-moi vous ramener 3 mois avant cette nuit-là, à l'appel téléphonique que je n'étais jamais censé entendre. Laissez-moi planter le décor pour que vous compreniez à quoi ressemblait ma vie avant que tout ne s'écroule. C'est un vendredi soir. Je viens de finir un service de 14 heures aux urgences, 2 accidents de voiture, un arrêt cardiaque, et un enfant qui a avalé une pièce de monnaie. Mes blouses sentent l'iode et le café. Je suis assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital, moteur éteint, yeux fermés, juste en train de respirer. Puis je consulte mon téléphone. 3 messages. Maman, Fête, la facture d'assurance est arrivée. Peux-tu la gérer ce mois-ci? Papa s'est fait couper à nouveau. Kristen, ma sœur aînée, salut, je peux t'emprunter 400 $? Il y a un cours en ligne dont j'ai besoin pour ma marque. Papa, une photo d'une facture de toiture. Pas de mots, juste la photo. J'ouvre mon application bancaire et je fais le calcul que je fais chaque mois. Paiement du prêt immobilier de mes parents, 1100 $. Supplément d'assurance maladie de maman, 340 $. Paiement de la voiture de Kristen, 280 $. Course que je dépose le dimanche, environ 150 $. Cela fait environ 2100 $ par mois, près de la moitié de mon salaire net. Mon appartement a une chambre, des meubles IKEA et un réfrigérateur avec 2 boîtes de repas préparés et une bouteille de sauce piquante à moitié vide. Je conduis une Civic de 2014 avec 130 000 miles. Je n'ai pas pris de vacances depuis que j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière, il y a 8 ans, pas une seule. Et voici la chose, je ne me suis jamais plainte. Pas une seule fois. J'avais grandi en regardant ma grand-mère étirer chaque dollar, et elle m'avait appris que la famille prend soin de la famille. Alors, je prenais soin d'eux. Je n'avais juste pas réalisé la différence entre prendre soin de quelqu'un et être prise pour acquis. Mais j'étais sur le point de le découvrir, parce que l'argent que j'envoyais, tout ne partait pas là où je le pensais. Dîner du dimanche chez mes parents. Chaque semaine, même routine. J'arrive à 16 h, j'aide maman à préparer, à mettre la table, à laver tout ce qui est dans l'évier de la veille. Au moment où tout le monde s'assied, j'ai déjà travaillé pendant 1 heure. Ce dimanche-là, maman rayonne. Elle raconte à papa le compte TikTok de Kristen. Elle est en train de construire une marque personnelle, Gary Life Coaching. Elle a déjà presque 2000 abonnés. Papa hoche la tête comme si Kristen venait d'entrer à Harvard. J'attends une pause. J'ai été promu la semaine dernière, dis-je. Infirmière-chef. C'est un poste de direction. Maman attrape le panier à pain. C'est gentil, chérie. Peux-tu prendre la salade dans le frigo? Kristen arrive 45 minutes en retard. Elle porte une bouteille de vin. Pas cher, mais le geste lui vaut un câlin de maman à la porte.
Je suis là depuis 16 heures. Personne ne m'a fait de câlin. Elle s'assied en face de moi, rejetant ses cheveux en arrière, et je remarque ses boucles d'oreilles, de petites perles, monture vintage. J'ai déjà vu cette monture. Elles sont jolies, dis-je. Elles ressemblent à celles de grand-mère Ruth. Kristen hausse les épaules. Tante Jeannette me les a données. Elle a dit que grand-mère n'en voulait plus. Je jette un coup d'œil à maman. Elle est soudain très intéressée par sa purée de pommes de terre. Grand-mère Ruth porte ses perles à chaque fois que je lui rends visite. Absolument à chaque fois, elle ne les a pas données, mais personne à table ne veut en parler, alors je laisse tomber. C'est ce que je faisais. Je laissais les choses passer. Je laissais passer les commentaires, le favoritisme, le silence là où la gratitude aurait dû être. J'étais doué pour laisser les choses passer, jusqu'à la nuit où je n'ai pas pu. 3 mois avant mon anniversaire, un mardi soir, je suis passé chez mes parents pour récupérer une veste que j'avais laissée le dimanche précédent. La porte arrière est déverrouillée. Elle l'est toujours. J'entre. La lumière de la cuisine est allumée. J'entends des voix. Maman et Kristen, au coin de la rue. J'ai failli crier, presque. Puis j'entends mon nom. On le fait le jour de son anniversaire, dit maman. Tout le monde vient déjà. On l'assoit et on lui dit la vérité. Elle est égoïste. Elle nous contrôle avec l'argent, et on en a marre de marcher sur des œufs avec elle. Ma main se fige sur l'encadrement de la porte. Kristen rit. Je filmerai tout. C'est exactement le genre de contenu dont ma page a besoin. Des trucs de famille brute, réels. Kristen hésite. Et si elle arrête de payer? Maman rit. Court, confiant. La façon dont on rit d'un enfant qui menace de s'enfuir de chez lui. Elle ne le fera pas. Elle paie depuis 8 ans. Elle n'a pas arrêté quand j'ai oublié sa remise de diplôme. Elle n'a pas arrêté quand ton père a qualifié sa carrière de « simple bassin et paperasse ». Elle ne va pas arrêter à cause d'une seule soirée. Mais si. Si elle le fait? Alors 40 personnes viennent de nous regarder la supplier de l'aide. Elle partira après ça. Elle prouve tout ce que nous avons dit. Elle est piégée de toute façon. Bien, dit Kristen, et si elle fait une scène, tant mieux. Ça montrera à tout le monde qu'elle ne peut pas gérer la vérité. Je reste là pendant peut-être 10 secondes. Ça me semble 10 minutes. Mon pouls bat dans mes oreilles. Mes jambes sont vides. Je recule par la porte sans faire de bruit. Je monte dans ma voiture, m'assieds dans l'allée avec les mains sur le volant, fixant la porte du garage. J'y reste 20 minutes. Puis j'appelle Naomi. Elle est ma meilleure amie depuis l'université. Elle est aussi avocate spécialisée dans les droits civiques. Je lui raconte tout, mot pour mot. Elle écoute, n'interrompt pas. Quand j'ai fini, elle pose une question. Tu as toujours cette application d'enregistrement vocal de l'affaire de faute professionnelle l'année dernière? Je l'ai. Je l'avais installée quand la famille d'un patient avait menacé de poursuivre l'hôpital. Naomi l'avait recommandée. Garde-la, dit-elle, et commence à l'utiliser. Je n'ai pas planifié de vengeance cette nuit-là. J'ai planifié ma survie. Je ne savais juste pas encore à quel point j'en aurais besoin. Au cours des jours suivants, je fais ce que je fais de mieux. Je fais une liste, pas d'émotions, mais de conséquences. Si l'intervention a lieu, et que je me contente de m'asseoir et de l'encaisser, 40 personnes sortiront de cette pièce en croyant que je suis la fille égoïste qui déchire sa famille. 40 personnes dans une ville où tout le monde connaît tout le monde. 3 de ces personnes travaillent à mon hôpital. Maman les a invitées. Je l'apprends par Naomi, qui fait une capture d'écran d'un message Facebook d'une amie commune. Maman a écrit à Marcus, mon superviseur direct, Carla des urgences, et au docteur Femme. Elle leur a dit que c'était une fête d'anniversaire surprise et qu'elle aimerait que les amis de fête du travail viennent, montrer leur soutien. Montrer leur soutien. C'est comme ça qu'elle l'a appelé. Si Marcus regarde ma mère disséquer publiquement mon caractère, chaque interaction que j'aurai avec lui après cela sera filtrée par « sa propre famille pense qu'elle est un problème ». Dans un petit hôpital, la réputation est une monnaie, et ma mère est sur le point de ruiner la mienne. Si je me défends lors de l'intervention, si je me dispute, si j'élève la voix, je deviens la preuve. Voyez,
c'est exactement de cela que nous parlons. Si je ne me présente pas du tout, maman dira à tout le monde que je ne suis même pas venu. C'est dire à quel point elle est égoïste. 3 portes, toutes des pièges. J'explique cela à Naomi autour d'un café. Mes mains serrées autour d'une tasse que je ne bois pas. Elle remue son latte et dit, ils ont mis en scène. Tu n'as pas choisi le public, mais tu peux choisir ce qui est joué. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu as besoin d'une 4e porte. Je la fixe. Elle me fixe en retour. Et c'est alors que le plan a cessé d'être une question de survie, et est devenu une question de vérité. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent à propos de l'Ohio. C'est un État à consentement unilatéral. Cela signifie que si je participe à une conversation, ou même si je suis simplement présente dans la pièce, je peux légalement l'enregistrer. Naomi l'a confirmé 2 fois. Alors, je commence à enregistrer, pas avec une caméra cachée, pas avec quelque chose de dramatique, juste une application sur mon téléphone. Je l'ouvre avant d'entrer chez mes parents chaque dimanche, et je la ferme quand je pars. Aussi simple que ça. La première semaine, rien. Maman parle d'une vente de gâteaux d'église. Papa regarde le football. Kristen ne se présente pas. La 2e semaine, je suis devant l'évier de la cuisine après le dîner, en train de rincer les assiettes, quand j'entends la voix de papa depuis le garage. La porte est entr'ouverte. Il est au téléphone. Sa voix est différente, plus douce, plus légère, comme un adolescent parlant à sa première petite amie. Oui, Linda, mardi ça marche. Diane a son étude biblique. Je lui dirai que je vais chercher des pièces au magasin. Une voix de femme à l'autre bout, un rire, chaleureux, familier avec lui. Elle ne se doute de rien, dit papa. 22 ans, et elle pense toujours que je vais au bowling le mardi. Je serre le bord de l'évier si fort que mes jointures blanchissent. Une assiette glisse, cliquette contre le bassin. Je la rattrape. Papa n'entend pas. Il rit toujours. Je finis la vaisselle. Je m'essuie les mains. Je sors jusqu'à ma voiture, m'assieds, et regarde mon téléphone. L'application tourne. La forme d'onde bouge toujours. Je ne cherchais pas ça. Je cherchais une protection, mais un enregistreur ne filtre pas. Il capture tout. Et apparemment, tout dans la maison Mercé valait la peine d'être capturé. Semaine 4. J'arrive en avance, 20 minutes avant le dîner. La porte d'entrée est verrouillée, alors je passe par l'arrière. La fenêtre de la chambre de maman est légèrement ouverte. Sa voix s'en échappe. Elle est au téléphone. Haut-parleur activé. J'entends les 2 côtés. Gary ne sait rien des 14 000, dit maman. Je l'ai transféré sur mon compte personnel juste après la vente immobilière de maman. Il pense que les meubles se sont vendus moins cher qu'ils ne l'ont fait. Et puis la voix de tante Jeannette, minuscule à travers le haut-parleur. Malin. Et les perles. J'ai déjà vendu le bracelet. J'en ai eu 800. Si Ruth demande, on dit juste qu'il est chez le bijoutier pour être nettoyé. D'accord, dit maman, ne laisse juste pas Fête le savoir. C'est la seule qui rend encore visite à Ruth chaque semaine. Si Ruth mentionne le bracelet, Fête commencera à poser des questions. Fête ne le saura pas. Elle est trop occupée à payer votre prêt immobilier. Elles rient toutes les 2. Je me tiens dans le jardin, à côté de la poubelle de recyclage, à écouter ma mère et ma tante rire de voler ma grand-mère de 82 ans. Mon téléphone est dans la poche de ma veste. La barre rouge à l'écran pulse doucement. 14 000 $. C'est 7 mois de prêt immobilier que je payais. Le prêt immobilier que je pensais maintenir un toit au-dessus de la tête de mes parents pendant qu'ils luttaient. Ils ne luttaient pas. Maman avait 14 000 $ cachés dans un compte dont papa ne savait rien, financé par la succession de ma grand-mère, pendant que je mangeais des repas préparés dans des récipients en plastique et conduisais une voiture avec un pare-brise fissuré. J'avais 2 secrets dans mon téléphone maintenant. Et il restait encore 6 semaines avant mon anniversaire. 6 semaines de dîner du dimanche, 6 semaines de sourire à travers la porte. Je pouvais le faire. Je le faisais depuis des années. Le dimanche suivant, Dererick ne vient pas dîner. Il prend un quart supplémentaire. Travail électrique sur un nouveau développement en bordure de ville. Il travaille dur.
Toujours. Kristen se vantait de ça quand ils se sont mariés. Ce soir, elle ne se vante pas. 2 verres de vin plus tard. Kristen se penche vers maman à travers la table. Je suis à l'autre bout, en train de couper mon poulet. Invisible. Derek est inutile, dit Kristen. Elle garde sa voix basse, mais la salle à manger est petite. Il ne peut pas réparer l'évier. Il ne peut pas obtenir de promotion. J'ai épousé un homme qui atteint son apogée à 35 ans. Maman ne bronche pas. Tu aurais pu faire mieux. J'aimerais n'avoir jamais dit oui à cet hôtel. Kristen vide son verre. Je continue de penser que si je n'étais pas tombée enceinte cette première année, je serais partie. Maman lui tapote la main. Tu as encore le temps. Papa est dans le salon, n'entend rien, ne s'en soucie pas. Je ne dis rien. Je mange mon poulet. Mon téléphone est sur mes genoux, enregistrant chaque mot. 40 minutes plus tard, nous débarrassons les assiettes. Kristen entre dans le couloir. Téléphone à l'oreille. J'entends sa voix changer. Chérie, si doux, chaleureux. Tu me manques, bébé. Garde-moi des restes, d'accord? Tu es la meilleure chose dans ma vie. Elle raccroche, retourne à la cuisine, se verse un 3e verre. Je regarde cette femme, ma sœur, qui vient de traiter son mari d'inutile, qui a regretté de l'avoir épousé, qui 10 minutes plus tard lui a dit qu'il était la meilleure chose dans sa vie. Et je pense à Derek, sur un chantier en ce moment, en train de passer des fils à travers des cloisons sèches parce qu'il veut subvenir aux besoins de la femme qui le méprise dans son dos. Chaque personne dans cette famille porte un masque. J'étais la seule qui ne le faisait pas. Plus maintenant. 2 semaines avant mon anniversaire, Naomi m'envoie une capture d'écran. C'est un message Facebook de ma mère à une femme nommée Peggy. Peggy, qui se trouve être amie avec Carla de mon service d'urgence. Maman a demandé à Peggy de transmettre l'invitation à mes amis du travail. Le message dit « Nous aimerions que les amis de fête du travail soient là. C'est une soirée spéciale. Nous voulons que les personnes qui comptent le plus pour elles montrent leur soutien. » Je fixe cette phrase « Montre leur soutien ». Puis Naomi envoie une 2e capture d'écran. Maman a envoyé un message direct à Marcus. Marcus, mon superviseur, l'homme qui approuve mon emploi du temps, mes évaluations, mon avenir à cet hôpital. Marcus, tu connais Fête depuis des années. Je pense que cela signifierait le monde pour elle si tu venais. Mes mains tremblent. C'est la première fois dans tout ce processus que mes mains tremblent. J'appelle Naomi. Ma voix se brise une fois, puis je la stabilise. Elle a invité Marcus et Carla et le docteur Femme. Silence sur la ligne. Cela change les choses, dit Naomi. C'est ma carrière, Naomi. Si Marcus s'assied dans ce salon et regarde ma mère me traiter d'égoïste et d'ingrate, s'il voit mon père lire une liste de mes péchés comme si j'étais en jugement, il ne me verra plus jamais de la même façon. Personne ne le fera. Alors, nous ne nous contentons pas de survivre à la nuit, dit Naomi. Nous nous assurons que la vérité est plus forte que leur scénario. Je ferme les yeux, prends une inspiration, le genre que je prends avant un code bleu. Profonde, délibérée, séparant la panique du protocole. Ma mère a militarisé mon anniversaire, mon salon et mon lieu de travail, tout en une seule invitation. Elle pensait avoir couvert tous les angles. Elle ne connaissait pas la 4e porte. Naomi et moi sommes assises dans sa voiture devant un café, 10 jours avant mon anniversaire. Moteur coupé, puis sur le pare-brise. Règle de base, dit Naomi. Elle compte sur ses doigts. 1. Tu entres comme si c'était une fête normale. Tu souris. Tu salues les gens. Tu ne signales rien. D'accord. 2. Quand ils commencent, tu les laisses parler jusqu'au bout. N'interromps pas. Bien. 3. Quand ils ont fini, tu demandes à parler en privé, une seule fois, calmement, clairement. Pouvons-nous en discuter en privé, juste la famille? Et s'ils disent non, c'est la règle 4. S'ils refusent d'arrêter, s'ils insistent pour faire ça devant 40 personnes, alors les enregistrements jouent. Leur choix, leur scène, ta vérité. J'hoche la tête. L'Ohio est un État à consentement unilatéral, dit-elle pour la 3e fois. Tu étais présente à chaque conversation que tu as enregistrée.
c'est légal. Les conséquences sont sociales, pas criminelles. Personne ne va en prison, mais personne ne se cache non plus. Je regarde mon téléphone. 4 fichiers dans un dossier que j'ai intitulé « Assurance ». Pas parce que je suis maligne, mais parce que c'est ce qu'ils sont. Fichier 1, Papa et Linda. Fichier 2, Maman et Tante Jeannette, l'argent et les bijoux. Fichier 3, Kristen sur Derek. Fichier 4, Maman et Kristen planifiant l'intervention. Je les sauvegarde sur le cloud. J'envoie des copies à l'adresse email de Naomi. Une dernière chose, dit Naomi. Elle se penche vers le siège arrière et pose un petit haut-parleur Bluetooth sur la console. Noir, de la taille d'une canette de soda. Le haut-parleur de ton téléphone ne suffira pas pour 40 personnes. Je le prends. Il est léger. Il ne paye pas de mine. Tu n'as pas besoin de crier, dit-elle. Tu as juste à appuyer sur lecture. J'espère que je n'en aurai pas besoin. Mais j'ai arrêté d'espérer grand-chose en ce qui concerne ma famille. Samedi matin, la veille de mon anniversaire. Je conduis 40 minutes jusqu'à Maple Ridge, la maison de retraite où vit grand-mère Ruth. Sa chambre sent la lotion à la lavande et les vieux livres. Elle est assise près de la fenêtre dans son fauteuil roulant, résolvant des mots croisés avec un stylo, pas un crayon. Un stylo? C'est grand-mère Ruth. Ah, ma fille du samedi, dit-elle quand j'entre. Je tire une chaise. Nous faisons ce que nous faisons toujours. Elle me raconte des histoires sur grand-père Earl. Je lui apporte des bonbons au caramel écossais. Nous regardons 15 minutes de la roue de la fortune ensemble, même si c'est une rediffusion. Alors, dit-elle pendant une publicité, grand anniversaire demain. Ta mère prépare quelque chose? Oui. Bien. Elle ajuste ses lunettes de lecture. J'espère qu'elle est gentille à ce sujet. Je ne réponds pas. Grand-mère tend la main et prend la mienne. Sa peau est fine comme du papier, mais sa prise est ferme. Ton grand-père a toujours dit que les femmes mersées sont bruyantes, mais les fortes sont silencieuses. Je serre sa main en retour. Puis elle demande à propos des bijoux, avec désinvolture, la façon dont elle demande tout. Comme si elle connaissait déjà la réponse, mais qu'elle voulait voir si je dirais la vérité. Jeannette était censée m'apporter mon bracelet le mois dernier. Celui en perles avec le fermoir. Je ne l'ai pas vu. Je déglutis difficilement. Je sais que ce bracelet a été vendu $800. Je sais parce que j'ai entendu ma tante le dire à voix haute pendant que ma mère riait. Je suis sûr qu'il va réapparaître, grand-mère. Elle étudie mon visage, n'insiste pas. Quand je pars, elle m'envoie un message texte. Elle vient d'apprendre à utiliser le téléphone que je lui ai acheté à Noël dernier. Le message est plein de fautes de frappe. Il dit, quoi qu'il fasse ce soir, souviens-toi qui t'a élevé les samedis. Je suis toujours fier de toi. Je m'assois dans ma voiture et le lis 3 fois. Samedi soir, Naomi vient chez moi avec un plat à emporter et le haut-parleur Bluetooth. Nous mangeons du pad thaï sur mon canapé, le seul meuble que j'aime vraiment, et elle me repasse la logistique une dernière fois. Le haut-parleur se connecte à ton téléphone en 3 secondes, dit-elle en le tenant. Je l'ai testé à mon bureau. Son clair de l'autre bout de la pièce. Je le garderai dans mon sac avec le dessus ouvert. Où vas-tu t'asseoir? Rangée arrière, près de la porte. Si les choses tournent mal, je suis là. Je prends le haut-parleur. Il est si petit, un petit cylindre de plastique noir. Demain soir, dis-je, ce pourrait être la chose la plus bruyante de la pièce. Si je ne l'utilise pas, dis-je, nous rentrons à la maison, nous mangeons du gâteau, et je passe mes 30 en thérapie. Naomi ne rit pas. Et si tu l'utilises, alors au moins les bonnes personnes sont embarrassées pour une fois. Elle fait une pause, baguette en l'air. Faites, j'ai besoin que tu entendes ça. Une fois que tu appuies sur lecture, tu ne peux pas revenir en arrière. L'affaire de ton père, l'argent de ta mère, Kristen et Derek, tout cela au grand jour devant tout le monde. Il n'y a pas de version de demain soir où les choses reviennent à la normale. Naomi, la normale, c'est moi qui paie leur prêt immobilier pendant qu'ils planifient une humiliation publique. La normale, c'est ma sœur qui traite son mari d'inutile et qui filme ensuite mon intervention pour du contenu. La normale n'a jamais été bonne. Elle hoche la tête lentement.
Nous restons silencieuses pendant 1 minute. L'appartement est calme. Mon téléphone est sur la table. 4 fichiers audio alignés. Chacun une porte qui ne s'ouvre que d'un côté. Essaie de dormir, dit-elle en partant. Je ne dors pas. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que j'en ai marre de répéter ce que je dirai quand ils arrêteront enfin de parler. 2 heures du matin. Je suis assise sur mon lit, les lumières éteintes, les écouteurs dans les oreilles, écoutant les enregistrements une dernière fois. Fichier 1. La voix de papa, lâche et insouciante. Mardi ça marche. Linda, Diane a son étude biblique. Son rire, un rire que je n'entends jamais à table. Fichier 2. Maman et Jeannette. Gary ne sait rien des 14 000. Et puis Jeannette, douce comme du sirop. J'ai déjà vendu le bracelet. J'en ai eu 800. Fichier 3. Kristen, enivrée et amère. Derek est inutile. J'aimerais n'avoir jamais dit oui à cet hôtel. Puis 40 minutes plus tard, douce comme un dimanche matin. Tu es la meilleure chose dans ma vie, bébé. Fichier 4. Celui qui a tout déclenché. La voix de maman, calme et organisée. La façon dont elle parle quand elle organise une collecte de fonds pour l'église. On le fait le jour de son anniversaire. On l'assoit. On lui dit qu'elle est égoïste. Si elle pleure, tant mieux. Je retire mes écouteurs. L'appartement est silencieux. Le réverbère extérieur projette une barre orange au plafond. Ma famille va construire un tribunal dans son salon demain. Ils ont écrit les chefs d'accusation, invité les témoins, répété le témoignage. Ils ont même engagé une équipe de tournage, ma propre sœur, diffusant en direct mon procès pour des inconnus sur Internet. Et ils n'ont aucune idée que l'accusé a plus à dire que quiconque dans cette pièce ne veut entendre. Je branche mon téléphone, règle mon réveil à 9 heures, ferme les yeux. Demain est mon anniversaire, 30 ans. Je pensais que passer la trentaine serait un jalon, une célébration, un début. Au lieu de cela, cela ressemble à un verdict. Mais voici ce qu'ils ne savent pas. Le verdict n'est pas le mien. C'est le leur. Bon, permettez-moi de sortir un instant de l'histoire. Je veux être honnête avec vous. La nuit d'avant, j'ai failli ne pas y aller. J'ai failli faire mes bagages, aller chez Naomi et passer mon anniversaire à manger de la glace en faisant comme si rien ne se passait. Mais voici ce qui m'a arrêté. Si je ne me présente pas, ils racontent l'histoire sans moi. 40 personnes entendent leur version, et je deviens la méchante qui n'a même pas pu affronter sa propre famille. Alors, laissez-moi vous demander, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous entré dans cette pièce, ou seriez-vous resté à la maison? Dites-le moi dans les commentaires. Très bien, laissez-moi vous emmener à la nuit elle-même. J'arrive à l'entrée de la maison de mes parents à 18h15. Des voitures bordent la rue dans les deux sens. J'en compte 11, 12. Plus qu'un dîner d'anniversaire, plus qu'une fête surprise. Mon téléphone est chargé. L'application est ouverte. L'enceinte est déjà jumelée. Je lisse ma blouse. Vérifie mon reflet. Je prends une inspiration. J'entre par la porte d'entrée. Le salon a été réaménagé. Le canapé est poussé contre le mur. La table basse a disparu. À sa place, 4 rangées de chaises pliantes, peut-être 10 de large, faisant face à un point unique à l'avant de la pièce, où un microphone se dresse sur un trépied chromé. Derrière, collé au lambris, une bannière, du papier bouché blanc, marqueur bleu, lettres majuscules, nous t'aimons assez pour te dire la vérité. Pas de gâteau, pas de serpentin, pas de cadeau. Je parcours la pièce du regard. 40 visages, certains souriant nerveusement, certains évitant mes yeux. Je les repère un par un. Marcus, mon superviseur, au 2e rang, les bras croisés. Carla à côté de lui, serrant son sac à main. Le docteur femme près du fond, l'air confus. Des voisins que je connais depuis l'enfance. 2 amis de maman de l'étude biblique dans des gilets assortis. Des cousins que je vois une fois par an à Thanksgiving. La colocataire de Kristen à l'université. Et là, dans le coin le plus éloigné, Kristen debout derrière un trépied, téléphone monté, point rouge clignotant. Elle est en direct.
Naomi est au dernier rang près de la porte, son sac à main sur ses genoux, la fermeture éclair ouverte de 5 centimètres. Elle me fait le plus petit des hochements de tête. Je regarde le microphone, la bannière, les 40 personnes qui sont venues regarder ma famille me juger. Puis je regarde la seule chaise vide au premier rang central, face à la foule, ma place. Je m'assois. Maman s'approche du microphone. Elle porte sa bonne blouse, la crème qu'elle garde pour l'église. Ses mains sont fermes. Elle sourit à la pièce comme elle sourit au dîner partage. Chaleureuse et rodée. Merci à tous d'être venus, dit-elle. Je sais que ce n'est pas ce que Fête attendait ce soir, mais en famille, nous avons décidé qu'il était temps d'être honnête. Elle sort une feuille de papier pliée de sa poche, l'ouvre lentement. Fête, chérie, nous t'aimons, mais nous ne pouvons pas continuer à faire semblant que tout va bien. Elle lit. Elle dit à la pièce que je suis égoïste. Que je brandis l'argent comme une arme. Que je décide quand et combien je donne, comme si nous étions une œuvre de charité. Elle leur dit que je suis froide, que je n'appelle jamais mon père pour la fête des pères. Elle ne mentionne pas que papa n'a pas répondu à son téléphone le jour de la fête des pères depuis 3 ans parce qu'il est toujours dehors à récupérer des pièces. Elle leur dit que je déchire la famille, que les dîners du dimanche sont devenus tendus à cause de mon attitude. Elle fait une pause, me regarde avec une tendresse étudiée. Nous ne faisons pas cela pour te blesser, Fête. Nous le faisons parce que personne d'autre n'a eu le courage. La pièce est silencieuse. J'entends une chaise pliante grincer. Quelqu'un tousse. Marcus décroise les bras et se penche en avant. Il regarde. Je le sens. 2 amis de maman de l'étude biblique hochent la tête. La femme au gilet vert s'essuie les yeux. Elle croit chaque mot. Je reste parfaitement immobile, les mains sur les genoux, le visage neutre. La façon dont je regarde quand la famille d'un patient me crie dessus aux urgences, calme, présente, absorbant, parce que maman n'a pas fini, et papa non plus. Papa se lève. Il ne me regarde pas. Il fouille dans la poche de sa chemise et en sort 3 pages, du papier ligné plié en 3, couvert d'écriture. Je reconnais l'écriture instantanément. Ce n'est pas la sienne, c'est celle de maman. C'est elle qui a écrit la liste. Il n'est que le messager. Il s'éclaircit la gorge. Fête, ta mère et moi, nous avons fait ça ensemble. C'est eux. Un registre de schémas, de choses que nous avons remarquées. Il commence à lire. Fête, 8 ans, a cassé la fenêtre de la cuisine en jouant au ballon et a menti à ce sujet. Je n'ai pas cassé cette fenêtre. Kristen a lancé une balle de softball à travers. J'étais dans le jardin et c'est moi qui ai été blâmé parce que Kristen a pleuré la première. Fête, 13 ans, a dit à sa tante qu'elle ne voulait pas aller au camp d'église. Correct. Parce que le camp d'église était en juillet et que j'avais un programme de lecture estivale à la bibliothèque. Maman a dit que j'étais difficile. Fête, 15 ans, a refusé de laisser Kristen emprunter sa voiture pour le bal de promo. J'avais 15 ans. Je n'avais pas de voiture. Kristen voulait la voiture de maman. Maman a dit non. J'ai été blâmé. Fête, 22 ans, a déménagé sans demander la permission. 22 ans, déménager sans demander la permission. Il lit pendant 7 minutes. 7 minutes d'enfance raclée d'un os, brandie sous une lumière fluorescente devant 40 personnes. Personne n'interrompt. Quelques personnes se déplacent sur leur siège. Carla a la main sur la bouche. Derek, le mari de Kristen, fixe ses chaussures. Papa plie les pages, lève les yeux pour la première fois. Nous t'avons mieux élevé que ça, Fête. Il s'assied. La pièce attend. J'attends. Je laisse 10 secondes s'écouler en silence. Je laisse ça s'installer. Que chaque personne dans cette pièce ressente le poids de ce qui vient de se passer. Puis je me lève. La chaise racle derrière moi quand je me lève. Toutes les têtes se tournent. Maman, papa. Ma voix est égale, stable, calme. Je vous entends. J'apprécie que vous ayez des sentiments forts. Pouvons-nous en parler en privé? Juste nous 4? Maman secoue la tête avant que je ne finisse la phrase. Non, c'est exactement pourquoi nous le faisons ici. Parce qu'en privé, tu nous as fait taire. Ces gens sont des témoins.
Des témoins. Je répète. Assieds-toi, faites, dit papa du coin. La voix de Kristen, laisse-les finir. C'est bon pour toi. Elle ajuste son téléphone sur le trépied. Le point rouge clignote régulièrement. Toujours en direct. Je regarde autour de la pièce une dernière fois, lentement. Marcus est en train de taper quelque chose sur son téléphone. Je me demande si c'est une note, un message à la RH, un message à un collègue. Vous ne croirez pas ce que je suis en train de regarder. La femme au gilet vert hoche la tête à nouveau. Elle pense que c'est de l'amour. Elle pense qu'elle assiste à une famille qui se soucie suffisamment pour être honnête. Je regarde Naomi. Elle est assise très immobile. Sa main repose sur le sac à main ouvert. À l'intérieur, le haut-parleur attend. Je regarde Derek. Il fixe le trépied de Kristen avec une expression que je reconnais des urgences. La confusion qui vire à l'effroi. Je prends une inspiration, la même inspiration que je prends avant de déclarer lors du décès. Non pas parce que c'est la fin, mais parce que c'est le début de quelque chose qui ne peut être défait. D'accord, dis-je. Vous avez eu votre tour. J'ouvre mon sac à main, sors mon téléphone. Je le tiens de façon à ce que la pièce puisse voir. Drôle, j'ai enregistré, moi aussi. La pièce devient absolument silencieuse, et puis j'appuie sur lecture. Le haut-parleur Bluetooth s'anime depuis le sac de Naomi. Clair, fort, chaque syllabe d'une netteté rasoir. La voix de papa remplit la pièce. Oui, Linda, mardi ça marche. Diane a son étude biblique. Je lui dirai que je vais chercher des pièces au magasin. Une femme rit à l'autre bout. Chaleureuse, familière. Elle ne se doute de rien, continue papa. 22 ans, et elle pense toujours que je vais au bowling le mardi. Silence. Silence total. Le genre de silence qui a une texture épaisse et suffocante. Maman se tourne vers papa. Son visage se vide. Pas lentement. D'un seul coup, comme si quelqu'un avait tiré une prise derrière ses yeux. Papa se précipite en avant sur sa chaise. Éteins ça. Éteins ça. Je ne bouge pas. L'enregistrement continue de jouer. La voix de papa, facile et légère. J'apporterai le dîner. Ce restaurant italien que tu aimes. Elle ne saura jamais. La femme au gilet vert se lève. Elle regarde maman, puis papa, puis la porte. Elle prend son manteau et sort sans un mot. Son ami la suit. La main de maman serre le dossier d'une chaise pliante si fort que ses jointures jaunissent. Elle regarde papa, pas moi, lui. Gary, murmure-t-elle. Diane, ce n'est pas tu dois comprendre. 22 ans. Sa voix se brise. Bowling. La pièce vibre. Les gens se regardent, détournent le regard, regardent le sol. Marcus a posé son téléphone face contre terre sur sa cuisse. Je touche mon écran. L'enregistrement s'arrête. Je regarde la pièce. Ma voix est calme et régulière comme une note de dossier. C'est l'enregistrement 1. Je fais une pause. Il y en a 3 autres. Personne ne respire. Personne ne bouge. La bannière derrière moi, nous t'aimons assez pour te dire la vérité, n'a jamais été aussi ironique. J'appuie sur lecture du 2e fichier. La voix de maman cette fois-ci, confiante, conspiratrice, le ton qu'elle utilise quand elle pense que personne d'important n'écoute. Gary ne sait rien des 14 000. Je l'ai transféré sur mon compte personnel juste après la vente immobilière de maman. Il pense que les meubles se sont vendus moins cher. Et puis tante Jeannette, minuscule à travers le haut-parleur dans l'enregistrement. Malin. Et les perles. J'ai déjà vendu le bracelet. J'en ai eu 800. Si Ruth demande, on dit juste qu'il est chez le bijoutier pour être nettoyé. Papa se tourne vers maman. Son visage est dévasté. Moitié culpabilité du premier enregistrement, moitié fureur du second. 14 000 $, dit-il. De l'héritage de Ruth. Tu m'as dit que l'enchère avait rapporté 4 000 $ au total. C'est Gary. C'est tiré de son contexte. Tante Jeannette est au 3e rang. Elle se lève d'un bond comme si la chaise l'avait brûlée.
Diane, tu m'as dit que personne ne le saurait jamais. La pièce éclate, non pas de cris, mais de murmures. Une faible vague de méfiance chuchotée. Une cousine que je connais à peine se penche vers Jeannette. Tu as vendu le bracelet de grand-mère Ruth. Celui en perles. La bouche de Jeannette s'ouvre, se ferme, s'ouvre à nouveau. Rien n'en sort. L'amie de maman de l'étude biblique, la deuxième, celle qui est restée, se lève maintenant, serrant son sac à main. Elle regarde maman avec une expression que je ne peux décrire que comme une révision, comme si elle revoyait chaque conversation qu'elles avaient eue à travers une nouvelle lentille. Elle part. Papa se serre les genoux. Maman est seule devant le microphone, le papier avec son discours froissé dans sa main. J'arrête l'enregistrement. Ça fait 4 relations qui se brisent en temps réel. Et il me reste encore 2 fichiers. La pièce ne me regarde plus. Ils se regardent les uns les autres. Je regarde Kristen. Elle est debout derrière son trépied, mais le point rouge a disparu. À un certain moment pendant les 2 premiers enregistrements, elle a coupé le direct. Mais peu importe. Des centaines de personnes ont déjà regardé la première moitié. Les dégâts sont dans le cloud maintenant. Ses yeux sont grands ouverts. Elle sait ce qui arrive. J'appuie sur lecture. La voix de Kristen, légèrement pâteuse à cause du vin, remplit la pièce. Derek est inutile. Il ne peut pas réparer l'évier. Il ne peut pas obtenir de promotion. J'ai épousé un homme qui atteint son apogée à 35 ans. La voix de maman en réponse. Tu aurais pu faire mieux. Kristen à nouveau. J'aimerais n'avoir jamais dit oui à cet hôtel. L'audio est impeccable. Chaque consonne, chaque souffle. Derek est au 2e rang. Il était assis, les mains jointes entre les genoux, confus et silencieux à travers tout ce qui a précédé. Maintenant, il reste immobile. Une immobilité différente. Pas choqué. Immobile, une immobilité de reconnaissance, comme un son qu'il a toujours soupçonné mais jamais entendu clairement, vient d'arriver en haute définition. Il se lève lentement, ne me regarde pas, ne regarde pas maman, papa ou Jeannette. Il regarde Kristen. Elle le voit. Son visage s'effondre. Derek. Derek. Attends. Ce n'est pas ce que je. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Il ne dit rien. Pas un seul mot. Il soutient son regard pendant 3 secondes. Je les compte. Et puis il marche dans l'allée centrale entre les chaises pliantes et sort par la porte d'entrée. Il ne la claque pas. Il la ferme juste. Un léger clic qui, d'une manière ou d'une autre, résonne plus fort que tout le reste ce soir. Kristen se jette sur le trépied, attrape son téléphone. Je la regarde taper frénétiquement, supprimant l'application, supprimant le flux, supprimant la preuve d'une nuit qu'elle a créée. Elle pleure maintenant. Personne ne bouge pour la consoler. Le dernier fichier. J'ai presque failli ne pas le jouer. La pièce est déjà en miettes. Mais celui-ci ne parle pas de secret. Celui-ci parle de moi. De ce soir. Du fait que rien de tout cela n'a jamais été une intervention. C'était une performance scénarisée par ma mère, avec mon père dans le rôle principal, produite par ma sœur avec 40 figurants involontaires et des chaises pliantes. J'appuie sur lecture. La voix de maman, il y a 3 mois, dans la cuisine où j'ai grandi. On le fait le jour de son anniversaire. On l'assoit. On lui dit qu'elle est égoïste. Si elle pleure, tant mieux. Ça montre à tout le monde qu'elle ne peut pas gérer la vérité. Kristen, je filmerai tout. Ma page a besoin de contenu comme ça. Des moments de famille brute, réels. Maman, et si elle menace d'arrêter de payer le prêt immobilier, on dira à tout le monde qu'elle abandonne sa famille. Elle ne prendra pas ce risque. L'enregistrement se termine. Je laisse le silence s'installer. 40 personnes connaissent maintenant la vérité. Pas la version de ma mère, pas la version de la bannière, pas la version de la liste de 3 pages, la vérité réelle. Marcus reprend son téléphone de sa cuisse. Il le met dans sa poche lentement, délibérément. Je le vois sur son visage. Il n'est plus confus. Il est en train de recalculer tout ce qu'on lui a dit ce soir. Gary est affalé sur une chaise pliante,
le menton contre la poitrine. Diane est seule devant la pièce. Personne n'est près d'elle. Le microphone est toujours sur son support, mais il pourrait aussi bien être un monument à quelque chose qui vient de mourir. Je baisse mon téléphone. C'est le dernier, dis-je. Doucement. Pas de triomphe, pas d'agressivité, juste un fait. Maintenant, vous savez tous exactement qui est égoïste dans cette famille. Je fais une pause. Ce n'est pas moi. Je dois faire une pause ici un instant. Quand j'ai diffusé ces enregistrements, mes mains étaient fermes. Mon estomac ne l'était pas, car je savais qu'au moment où j'appuierais sur lecture, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Personne dans cette pièce ne se regarderait plus jamais de la même manière, y compris moi. Alors, laissez-moi vous demander, pensez-vous que je suis allé trop loin, ou pensez-vous que j'aurais dû les diffuser plus tôt, au moment où maman a pris ce microphone? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous êtes toujours là, merci. L'histoire n'est pas terminée. Ce qui s'est passé ensuite est la partie qui a réellement changé ma vie. Le salon ressemble à l'après-coup de quelque chose, ce qu'il est. Kristen est partie à la poursuite de Derek. Jeannette est assise, les bras enroulés autour d'elle, les yeux fixés sur le tapis. Papa est à une extrémité de la pièce. Maman est à l'autre. La distance entre eux est de 4 chaises pliantes et d'un mensonge de 22 ans. Je remets mon téléphone dans mon sac à main. Je me tiens droite. Je n'élève pas la voix. Je veux dire cela une fois clairement pour qu'il n'y ait pas de confusion. La pièce regarde. À partir de ce soir, je ne paierai plus le prêt immobilier de cette maison. Je ne couvrirai plus la prime d'assurance. Je ne paierai plus les mensualités de voiture de Kristen. J'ai mis en place l'annulation automatique pour tous les virements récurrents. À compter de minuit. La tête de maman se tourne brusquement vers moi. Tu ne peux pas faire ça. Nous dépendons de toi. Dépendre de moi, dis-je, pas l'inverse. Et tu viens de passer 30 minutes à dire à 40 personnes à quel point je suis horrible. Alors, je te donne exactement ce que tu as demandé. Une vie sans mon égoïsme. Quelqu'un à l'arrière, un cousin, je crois, laisse échapper un sifflement discret. Carla hoche la tête tranquillement. Je le saisis du coin de l'œil. Maman ouvre la bouche, la ferme, l'ouvre à nouveau. Faites, ce n'est pas. Tu réagis de manière excessive. J'ai demandé à parler en privé. Tu as dit non. J'ai demandé d'arrêter. Tu as dit non. Je ne réagis pas de manière excessive. Je réponds. Je regarde Naomi. Prête? Elle se lève, passe son sac à main sur son épaule et se dirige vers moi. Je me tourne une dernière fois vers la pièce. Merci d'être venu. Je suis désolé que ce n'ait pas été la fête que vous attendiez. Puis je me dirige vers la porte. L'intervention de ma mère est terminée, mais la mienne vient de commencer. Je suis à 3 pas de la porte quand Marcus se lève. En 6 ans de travail sous sa direction, j'ai vu Marcus prendre position sur de nombreuses choses. Les droits des patients, les ratios de personnel, les votes syndicaux. Ce n'est pas un homme dramatique. Il parle comme quelqu'un qui sait que l'autorité ne nécessite pas le volume. Faites, je m'arrête. Il boutonne sa veste, fait un pas dans l'allée. J'ai travaillé avec toi pendant 6 ans. Je t'ai vu tenir la main d'un homme mourant à 3 heures du matin et relever ses signes vitaux à 3h15 sans sourciller. Je sais exactement qui tu es. Il fait une pause. Cela ne change rien à l'hôpital, sauf peut-être que mon respect pour toi vient d'augmenter. Il le dit à volume normal, mais dans cette pièce, à ce moment, cela résonne comme un verdict. Carla se lève ensuite. Elle attrape son manteau. Je te ramène à la maison. Tu ne devrais pas être seul ce soir. Je sens quelque chose changer en moi. Pas du soulagement exactement, mais ce qui s'en rapproche le plus, comme si je posais un sac dont je n'avais pas réalisé que je le portais. Je passe devant maman en sortant. Elle me saisit la manche. Ses doigts tremblent. Faites, s'il te plaît. Je m'arrête. Je regarde sa main sur mon bras, puis son visage. Maman, tu avais un microphone. J'avais un téléphone. Je retire doucement ma manche. La différence, c'est que le mien disait la vérité. Je sors par la porte d'entrée.
Je ne la claque pas. Je la ferme de la même manière que Derek. Doucement, avec un clic. Sur le porche, je consulte mon téléphone. Un message de grand-mère Ruth envoyé il y a 2 heures. Elle se couche tôt. Joyeux anniversaire, ma fille. Tu es la meilleure d'entre nous. Je presse le téléphone contre ma poitrine et reste là dans l'air frais de l'Ohio jusqu'à ce que Carla arrive avec la voiture. Carla conduit. Naomi est assise à l'arrière. Personne ne parle pendant les 2 premières minutes. Le seul son est celui des pneus sur l'asphalte humide et le léger bourdonnement du chauffage. Puis Naomi dit, « Ça va ?» J'y réfléchis. Pas la version polie, la vraie. Je ne sais pas encore, dis-je. Elle hoche la tête. C'est suffisant. Nous sommes sur la route 33, à mi-chemin de mon appartement. Quand j'ouvre mon téléphone et lis à voix haute le message de grand-mère Ruth, en entier, faute de frappe et tout. Quoi qu'il fasse ce soir, souviens-toi qui t'a élevé les samedis. Je suis fier de toi, toujours. Les mains de Carla se crispent sur le volant. Naomi fait un son depuis le siège arrière. Pas des pleurs, mais proches. Ta grand-mère, dit Carla, semble être le genre de femme que j'aimerais à mon intervention. Je ris. C'est la première fois que je ris de la nuit, et ça sort fêlé et humide. Naomi se penche entre les sièges. Elle t'a bien élevé, Fête. Le reste, c'est juste du bruit. Nous nous arrêtons dans le complexe d'appartements. Même parking, même asphalte fissuré, mais quelque chose semble différent ce soir. Plus propre peut-être, ou juste à moi. Je déverrouille ma porte, entre, pose mon sac sur le comptoir. 36 messages non lus sur mon téléphone. Je ne les ouvre pas. Pas ce soir. J'ouvre plutôt mon application bancaire. 3 virements récurrents. Prêt immobilier, $1100. Assurance, $340. Mensualité de voiture, $280. J'annule les 3, un par un. Confirmé. 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 C'est fait. Puis je m'assieds sur le bord de mon lit dans l'obscurité et n'écoute rien. Pas d'appel à retourner, pas de facture à payer pour quelqu'un d'autre, pas de dîner du dimanche à préparer. Pour la première fois en 8 ans, mon salaire est juste le mien. C'est calme, c'est petit, c'est tout. Lundi, le lendemain, papa déménage. Pas de façon dramatique. Pas de valise sur la pelouse. Il fait juste un sac de sport et conduit jusqu'à la maison de son ami Bill. Il ne le dit pas à maman. Elle rentre du supermarché et trouve sa moitié de placard à moitié vide. Elle m'appelle 14 fois ce jour-là. Je ne décroche pas. Non pas pour la punir, mais parce que je n'ai plus rien à dire. Jour 3. Kristen appelle. Elle sanglote si fort que je peux à peine la comprendre. Derek a demandé la séparation. Il ne veut plus me parler. Il a changé les serrures. Je suis désolé d'entendre ça, Kristen. Tu as ruiné mon mariage. Je ferme les yeux, tiens le téléphone à 1 pouce de mon oreille. Tu as ruiné ton mariage dans cette cuisine il y a 6 semaines. J'ai juste appuyé sur lecture. Elle raccroche. 5e jour. Je reçois un appel d'un cousin à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Il me dit qu'il a appelé grand-mère Ruth pour s'enquérir du bracelet. Ruth a dit, mon bracelet? Elle m'a dit qu'il était chez le bijoutier pour être nettoyé. C'était il y a 4 mois. Il a confronté Jeannette. Elle a admis l'avoir vendu. Il en a parlé au reste de la famille. Le téléphone de Jeannette est silencieux depuis. Ruth m'a demandé de passer samedi. Je veux entendre ça de toi, a-t-elle dit, pas de. 7e jour. Maman publie un statut sur Facebook. Long, émotionnel. Notre famille traverse une saison difficile. Nous demandons vos prières et votre grâce. Personne ne l'aime. Personne ne commente. Les 2 amis de l'étude biblique l'ont défrayé. 1 semaine. C'est tout ce qu'il a fallu. Pas pour que les choses s'effondrent. Elles s'effondraient depuis des années. 1 semaine pour que la colle se dissolve. Et la colle, c'était moi. C'était toujours moi. 1 mois passe. La poussière ne se dépose pas. Elle se réarrange.
Je m'assieds avec mon application bancaire et une tasse de café, et je fais le calcul que j'aurais dû faire il y a des années. C'est 2100 $ par mois que j'envoyais à la maison. Voici où ils vont maintenant. Prêt étudiant remboursé en 6 semaines. Le solde restant était de 3800 $. Disparu. J'ouvre un compte de retraite pour la première fois de ma vie. J'ai 30 ans et je n'ai jamais mis $1 pour mon propre avenir. Je mets en place un dépôt automatique, 2 cents par mois pour commencer. Ce n'est pas beaucoup. C'est à moi. Je réserve un vol pour rendre visite à grand-mère Ruth. Pas 40 minutes de route, une vraie visite, 2 jours, un hôtel à proximité, pour pouvoir passer les matinées avec elle et ne pas me précipiter. À l'hôpital. Personne n'évoque cette nuit-là. Pas une seule fois. Marcus me salue comme il le fait toujours. Un bref hochement de tête, directement au travail, mais il m'assigne au nouveau comité du protocole de traumatologie. C'est une responsabilité supplémentaire. C'est aussi de la confiance. Je prendrai ça. Carla et moi commençons à déjeuner tous les mercredis. Nous ne l'avions jamais fait auparavant. Elle me parle des matchs de football de sa fille. Je lui parle de l'addiction de grand-mère Ruth aux mots croisés. Des choses normales, des choses faciles. Un samedi, j'entre dans un magasin de bricolage et j'achète une plante d'intérieur. 5 $. Je la pose sur mon comptoir de cuisine, à l'endroit où mon téléphone se trouvait quand je calculais combien je devais à tout le monde. Naomi m'envoie un message ce soir-là. Quel goût à la liberté? Je prends une photo de la plante et la renvoie. Comme une plante à 5 $ du magasin de bricolage. Elle envoie une rangée d'émojis qui rient. Je souris à mon téléphone dans mon appartement vide, et il ne me semble pas vide du tout. 6 semaines plus tard, je sors de l'hôpital après un double quart. J'ai mal aux pieds. Mes blouses sentent l'antiseptique. Je pense au reste de pâté à mon canapé. Puis je la vois. Maman se tient près de ma voiture, les bras croisés, sans manteau, bien qu'il fasse 4 degrés Celsius. Fête. Maman, je suis ta mère. Tu ne peux pas juste me couper les ponts. Je déverrouille ma voiture, pose mon sac sur le siège passager. Je ne t'ai pas coupé les ponts. J'ai coupé l'argent. Ce sont deux choses différentes. Nous devons parler, alors parlons. Elle se redresse, lève le menton. J'ai fait ce que je pensais être juste. Cette intervention, elle venait de l'amour, faite, même si tu ne peux pas le voir. Je m'appuie contre ma voiture. Je suis fatigué. Pas le genre de fatigue que le sommeil répare. Maman, tu as écrit le discours de papa. Tu as invité mon patron. Tu as dit à Kristen de le diffuser en direct. Tu l'as planifié pour mon anniversaire pour que je ne puisse pas dire non sans paraître ingrate. Je fais une pause. Ce n'est pas de l'amour. C'est une production. Sa mâchoire se crispe. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Des excuses. Des vrais, pas un post Facebook. Je ne vais pas m'excuser d'aimer ma fille. Alors nous en avons fini pour l'instant. J'ouvre la porte de ma voiture. Elle ne bouge pas. Maman, je t'aime, mais je ne te laisserai pas me traiter comme un distributeur de billets et ensuite me traiter d'égoïste parce que j'ai une limite. Quand tu seras prête à parler, à vraiment parler, tu as mon numéro. Je monte, démarre le moteur, quitte le parking. Dans le rétroviseur, elle est debout là où je l'ai laissée, de plus en plus petite. Je pleure sur le chemin du retour. La première fois depuis cette nuit, non pas de regret, mais de perte. Aimer quelqu'un et accepter ses abus sont deux choses différentes. J'ai choisi l'amour. J'ai juste arrêté d'accepter le reste. Alors, laissez-moi vous dire où tout le monde a atterri. Papa et maman se sont séparés officiellement. Papa vit dans un appartement d'une chambre près du quincaillier sur la 5e. Il a appelé Linda après la fête. La femme des enregistrements. Elle n'a pas décroché. Il s'avère que Linda a un mari, 2 enfants et un prêt immobilier à elle. Papa était sa distraction du mardi. Rien de plus. Il a perdu sa femme et son fantasme la même nuit. Kristen et Derek ont finalisé le divorce. 3 mois plus tard, Derek a gardé la maison. Son nom était sur le prêt immobilier, ses paiements, son crédit.
Kristen est retournée vivre chez maman. 2 femmes dans une maison de 3 chambres avec rien à se dire. Elle a supprimé son TikTok définitivement. Tout le contenu familial brut et réel a disparu. Jeannette a essayé d'éviter la situation du bracelet. Elle n'a pas pu. Grand-mère Ruth l'a appelée directement. J'étais là pour cette conversation, assise dans la chambre de Ruth à Maple Ridge et lui a dit « Je veux l'argent ou le bracelet. » Choisis. Jeannette n'a ni l'un ni l'autre. Elle a dépensé les 8 cents. La famille lui parle à peine maintenant. Maman m'appelle toujours. Pas tous les jours, pas toutes les semaines. Parfois elle envoie des messages, je pense à toi. Parfois je réponds. Parfois non. Il n'y a pas d'emploi du temps, pas d'obligation, pas de prélèvement automatique. Et moi, j'ai 31 ans maintenant. Je travaille toujours à l'hôpital. Je conduis toujours la Civic, cependant. J'ai réparé le pare-brise. Je rends toujours visite à grand-mère Ruth tous les samedis. Je mange toujours des repas préparés, mais les récipients sont meilleurs maintenant. En verre, pas en plastique. Petite amélioration. À moi. Je n'ai pas détruit ma famille. La vérité l'a fait. Je lui ai juste donné un microphone. Et peut-être que cela semble froid. Mais voici ce que j'ai appris. La vérité ne détruit pas les choses solides. Elle ne détruit que les choses qui étaient maintenues par des mensonges. Laissez-moi vous parler directement 1 minute. Je ne vous dis pas d'enregistrer votre famille. Je ne dis pas que vous devriez couper les ponts avec les gens ou faire une scène à votre prochain dîner de famille. Chaque famille est différente. Chaque situation a son propre poids. Mais si vous écoutez ceci et que quelque chose vous semble familier, si vous êtes celui qui paie les factures pour des gens qui vous traitent d'ingrats ou qui arrivent tôt pour mettre la table pendant que quelqu'un d'autre arrive en retard avec une bouteille de vin et reçoit le câlin. Je veux que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas égoïste d'avoir une limite. Vous n'êtes pas ingrat d'attendre du respect. Et vous ne déchirez pas votre famille en refusant de la maintenir unie à vos dépens. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Vous décidez qui passe et quand, et à quelles conditions. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Ma grand-mère m'a envoyé un message le soir de mon anniversaire. Je l'ai lu probablement 200 fois depuis. Quoi qu'il fasse ce soir, souviens-toi qui t'a élevé les samedis. Elle m'a élevé les samedis parce que mes parents étaient trop occupés, trop distraits, trop concentrés sur tout ce qui n'était pas moi. Elle m'a appris à faire des mots croisés au stylo. Elle m'a appris que la force n'a pas besoin d'être bruyante. Elle m'a appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas le laisser vous vider de votre sang et ensuite vous blâmer pour la tâche. Je pensais que se défendre signifiait crier, claquer des portes, faire une scène. Ce n'est pas le cas. Parfois, cela signifie s'asseoir tranquillement sur une chaise pliante pendant que 40 personnes vous regardent et attendre patiemment, calmement votre tour de parler. Et quand votre tour vient, vous ne criez pas. Vous appuyez juste sur lecture. La semaine dernière, c'était mon 31e anniversaire. Naomi est venue. Carla a amené sa fille, 2 amis de l'hôpital, un voisin qui dit toujours bonjour dans le couloir, et qui a enfin eu une vraie invitation. 6 personnes, mon appartement, un gâteau de la boulangerie de Maple Street, citron avec glaçage au fromage à la crème parce que c'est ce que grand-mère Ruth commandait toujours pour mes anniversaires quand j'étais petite. Les bougies étaient de travers. Personne ne les a redressées. Personne n'a lu une liste de mes défauts. Personne n'a installé de microphone. Personne n'a pointé une caméra sur mon visage. Grand-mère Ruth a appelé en FaceTime. Elle a chanté « Joyeux anniversaire », faux et sans rythme. Et tout le monde dans la pièce a chanté en chœur, et c'était le plus beau désordre que j'ai jamais entendu. J'ai soufflé les bougies. Naomi a applaudi. La fille de Carla a demandé si elle pouvait avoir le morceau du coin avec un supplément de glaçage. J'ai dit oui. Il y a 1 an, 40 personnes se sont assises dans le salon de mes parents pour me dire qui j'étais. Cette année, 5 personnes se sont assises dans mon appartement, et personne n'a eu besoin de dire quoi que ce soit parce qu'elles le savaient déjà. J'ai fait la vaisselle après le départ de tout le monde. Je me suis tenu devant l'évier, eau chaude, appartement calme, plante sur le comptoir, le même comptoir où je calculais les transferts. Je m'appelle Fête Mercé. J'ai 31 ans. Je suis infirmière aux urgences dans une petite ville de l'Ohio.
Je paie mon loyer, mes factures, ma vie. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'aime la femme qui souffle ses bougies. Le plus beau cadeau d'anniversaire que je me sois jamais fait, c'est la vérité. Le deuxième, c'est le silence. Et le troisième, celui que je suis encore en train de déballer, c'est le son de ma propre vie, enfin, sans le bruit de personne d'autre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci sincèrement. Cette histoire n'était pas facile à raconter, et je sais qu'elle n'était pas facile à entendre, mais si vous avez déjà dû poser une limite à quelqu'un que vous aimez, si vous avez déjà dû choisir entre maintenir la paix et vous maintenir vous-même, vous n'êtes pas seul. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Quelle est la limite la plus difficile que vous ayez jamais eu à poser? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez entendre une autre histoire qui pourrait vous toucher encore plus, il y en a une liée dans la description. Cliquez dessus, aimez, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine.